Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres. Comme les années précédentes, la journée de la souveraineté retrouvée a été célébrée au Mali, mais si tout le monde n'est pas d'accord à ce point, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur joie. Les détails dans ce journal. Notre rédaction s'est intéressée cette semaine au tacos, l'aliment qui s'impose par ses délices, à retrouver dans ce journal-là. Tout de suite, on commence ce journal-là avec le Palais des Sports qui a abrité le mardi 14 janvier 2025 la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée instituée par les autorités de la transition depuis 2022, même si les opinions divergent sur cette souveraineté qu'on acquit avec les autorités. Des milliers de personnes sont venues à travers des régions pour la célébration, plus les détails avec Abdoulaye Maïga. 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Depuis 2022, les autorités maliennes ont institué la date du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée. Une décision prise lors d'un conseil des ministres en janvier de la même année. Pour magnifier cet événement, des milliers de personnes venues de Bamako et de plusieurs régions se sont rassemblées mardi 14 janvier 2025 au Palais des Sports pour célébrer avec enthousiasme cette journée symbolique. Nous sommes là aujourd'hui pour la cause de notre patrie, des militaires et de notre religion. Nous aimons notre religion et nous sommes derrière nos autorités. Nous aimons notre religion et nous aimons notre patrie. Nous restons derrière nos autorités. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée de la souveraineté retrouvée. Nous sommes venus manifester notre joie et notre patriotisme. Nous soutenons Assimi et nous lui demandons de respecter ce que Bouye Haïdara lui a suggéré. S'il reste derrière lui, il pourra bien terminer son mandat. Nous lui demandons d'œuvrer encore pour le Mali. Nous lui soutenons jusqu'au bout. Avec beaucoup d'émotion et de joie, le chef du gouvernement, le général Abdoulaye Maïga, a profité de l'occasion pour sensibiliser le public et rappeler les initiatives liées à cette journée de la souveraineté retrouvée. Cela fait 3 ans, le 14 janvier 2022, 4 millions de Maliens se sont mobilisés à travers le Mali pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. Compte tenu de l'importance de cette journée, les autorités ont décidé de l'instituer Journée nationale de la souveraineté retrouvée en guise de souvenir à cette grande mobilisation. Cependant, cette édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est passée inaperçue pour certains citoyens. L'année dernière, nous avons célébré la Journée de la souveraineté retrouvée. Nous étions contents, mais cette année, on n'a même pas su que la date est arrivée. Beaucoup s'interrogent encore sur le sens réel de cette souveraineté que les autorités actuelles affirment avoir retrouvée. Un point de débat important selon certains leaders d'opinion comme Modi Sidibé, président de Mojep Mali en Faso. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali a accédé à son indépendance sous le leadership du président fait Modibo Keïta. De cette période à maintenant, nous sommes indépendants. C'est ça la réalité. Nous sommes souverains. C'est ça la réalité. Maintenant, elle n'est pas complète. Et moi, je ne vois pas sur cette planète Terre un seul pays qui a la plénitude de sa souveraineté. Je prends un exemple sur les États-Unis qui dépendent du Canada sur le point de vue énergétique. Et je prends aussi l'exemple sur la France, sur l'Union européenne, qui dépendent de la Russie en termes de gaz, ainsi de suite. Donc nous pouvons estimer que nous n'estimons même pas, nous sommes indépendants depuis 1960. Maintenant, l'institutionnalisation du 14 janvier par nos autorités transitoires au nom d'une souveraineté retrouvée, moi, je ne comprends pas. Et l'enseignement de cette souveraineté dans nos établissements, apprendre à nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, que nous avons été souverains à partir de l'institutionnalisation de cette date, c'est-à-dire du 14 janvier, moi, je crains, ça me fait peur.
Il ne faut pas que nous tombions dans un imbroglio, dans un tohubohu qui, en réalité, finalement, nos descendants n'auront pas de repères, n'auront vraiment pas de quoi à s'en tenir en termes de souveraineté. Pour rappel, la date du 14 janvier a été instituée en souvenir à la grande mobilisation populaire du 14 janvier 2022 organisée pour dénoncer les sanctions qualifiées d'illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA contre le Mali. 3 ans après le décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, son héritage continue de susciter réflexion et débat au Mali. Élu en 2013, avec la promesse de restaurer l'unité nationale et de lutter contre l'insécurité, son mandat a été marqué par des défis majeurs et des espoirs déçus. Alors que le pays se tourne vers l'avenir, il est essentiel d'analyser les leçons tirées de son expérience pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Que peut-on retenir sur l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta? Les éléments de réponse avec Zenabou Gueye. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé ce dimanche à 76 ans. Élu en 2013, il avait été renversé par des militaires en août 2020 après des mois. 3 ans après son décès, l'ombre d'Ibrahim Boubacar Keïta continue de planer sur le Mali. Élu en 2013 sur la promesse de restaurer l'unité nationale et de lutter contre l'insécurité, Ibeka a incarné une époque de l'histoire malienne. Son mandat, marqué par des espoirs déçus et des défis sans précédent, a laissé des traces sur le pays. À son arrivée au pouvoir, le Mali était en proie à une crise multidimensionnelle. Occupation d'une partie du territoire par des groupes armés, crise économique montant des tensions intercommunautaires. Ibeka s'est engagé à rétablir l'ordre constitutionnel et à réconcilier les Maliens. Il a négocié des accords de paix avec les groupes armés signataires, mais leur mise en œuvre s'est avérée complexe. Parallèlement, le pays a été confronté à une dégradation de la situation sécuritaire, avec la progression des groupes djihadistes dans le centre et le nord du Mali. Les attaques se sont multipliées, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires. La gestion de cette crise a été l'une des principales préoccupations d'Ibeka, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Sur le plan politique, le mandat d'Ibeka a été marqué par des tensions croissantes avec l'opposition et la société civile. Les manifestations se sont multipliées, dénonçant la corruption, la mauvaise gouvernance et l'incapacité du pouvoir à répondre aux attentes des Maliens. Ces tensions ont culminé avec le coup d'État de 2020 qui a mis fin à son règne. Le départ d'Ibeka a suscité des réactions contrastées. Pour certains, il était un homme d'État qui a œuvré pour l'intérêt supérieur du Mali. Pour d'autres, il était un dirigeant autoritaire et incompétent, responsable de la dégradation de la situation du pays. Quelles leçons tirer de son expérience? Comment éviter de reproduire les erreurs du passé? Autant de questions qui restent à suspens. En somme, Ibrahim Boubacar Keïta restera une figure marquante de l'histoire du Mali. Son mandat, complexe et controversé, a laissé une profonde empreinte sur le pays. Il appartient désormais aux Maliens de construire un avenir meilleur en s'inspirant à la fois des réussites et des échecs du passé. En dehors du shawarma, hamburger, panini, les tacos aussi s'est fait de plus en plus une place dans l'animation des gens. Un produit en majorité consommé par presque tous grâce à son goût ou sa quantité. Beaucoup profitent de ce repas dans n'importe quel moment de leur choix. Que peut-on savoir sur ce plat? Des détails avec Nana Kadidia Kone. Beniga plado, beniga plado. Beni jan fen fenadu. Bon on bolo on tawo siri kadnere. Alna dachara. Fem kado damanga chao. Du pain tacos, du fromage, de la viande, du poulet ou un mélange des deux. Tels sont les principaux ingrédients et variétés de ces mets d'origine marocaine. Les tacos, aujourd'hui très prisés, ont conquis une large part des amateurs de fast-food, notamment parmi la jeune génération. Consommés pour leur goût unique ou pour d'autres raisons, les tacos sont devenus une véritable tendance à Bamako. Cette popularité profite largement aux vendeurs ambulants et aux fast-food. Abdallah Dugmega, restaurateur à Saveur Plus, partage avec nous les secrets de ce mets qui séduit tant de Bamakois. Un restaurant d'aile, il y a quelques mois d'ici là, et on me fait un restaurant qu'on a là, mais la spécialité est tacos. Nous sommes à nos débuts, mais nous avons choisi tacos comme spécialité. Avant de prendre cette décision, je me suis référé sur moi-même.
Parce qu'à chaque fois que nous sortons, je l'achète au retour. C'est un mets qui est plus facile à faire, surtout si c'est un fast-food. C'est encore bénéfique. En plus, son pain est mou et son goût est impeccable. Nous faisons plus de variétés, comme celui de la viande, du poulet ou même mix, sans oublier le fromage qui est à la base du tacos. Donc fromage ba bɛ k'a la k'a lafa ka sɔrɔ k'a meleke ka ɲɛ k'a chauffer ka ɲɛ ka sɔrɔ k'a di client ma mais an taw bolofara b'an taw la donc an tɛ se k'olu bɛɛ fɔ. Quant aux consommateurs, chacun apprécie les tacos à sa manière, pour leur goût, leur texture ou encore pour la diversité qu'ils offrent. J'adore les tacos grâce à son goût unique et ses ingrédients comme aloco, frites, poulet et bien d'autres. Parmi ces variétés, c'est pour le poulet que je préfère. Dans la semaine, je peux en consommer 2 à 3 fois. Personnellement, je prends pour 4 000 francs. Pour moi, ce n'est pas cher parce que c'est mon choix. Surtout que je l'achète pendant la nuit. Même après avoir dîné, je le consomme pour me sentir à l'aise. Sidi Sidibé, consommateur occasionnel de tacos, pense pour sa part que le choix de ce mets ne se discute pas. Personnellement, j'aime les tacos, mais pas trop, parce que l'habit de toute chose est nuisible. Donc, ça peut être bien comme mauvais à la fois. Je peux consommer qu'une seule fois par semaine, mais ce n'est ni une question d'argent ni de goût, mais un choix, car le goût ne se discute pas. La vie de certains peut en dépendre, comme d'autres aussi n'ont rien à voir. Pour Djigui Diawara, vendeur ambulant de tacos, la journée commence tôt et se termine tard. De 8h à 17h, il profite de la forte demande pour répondre aux nombreuses commandes. Je fais les fast-food en général, mais parmi tous mes mets, ce sont les tacos qui sont les plus sollicités. Parce que j'amène une forte quantité le matin et d'ici la fin de la journée, c'est fini. Donc, selon mes constats, apparemment, ils sont les plus sollicités par tout le monde. Dans ces si peu de temps, je parviens à me faire un gain par jour, surtout avec les tacos. Comme nous ne sommes pas mobiles, nous bougeons en fonction des marchés ou des demandes de nos clients. Sinon, son marché est très florissant. Dans le domaine du e-commerce, certains restaurateurs comme cette entrepreneuse préfèrent adopter des stratégies spécifiques pour éviter des problèmes avec leurs clients tout en répondant à leurs attentes. Concernant nos clients des tacos, la plupart sont des vieux ainsi que des jeunes. Nous n'avons pas de problème avec les clients parce que nous avons mis en place une stratégie pour éviter certaines situations. Donc, nos clients envoient de l'argent avant de valider les commandes. Donc, avec nos clients pour le moment, c'est la famille. Aujourd'hui, à Bamako, les tacos dominent largement le marché de la restauration rapide, devançant les autres fast-food. Leur commercialisation constitue un moteur important de l'économie locale, générant des dizaines de milliers d'emplois directs. Ce succès permet à de nombreux jeunes, y compris ceux à mobilité réduite, de tirer parti de la forte demande pour ces mets devenus incontournables. Et enfin, pour clôturer cette actualité, c'est une nouvelle phase dans l'histoire du Rwanda. Le mercredi 15 janvier 2025, lors d'une audition parlementaire à Kigali, le directeur général du Bureau rwandais des mines, du pétrole et du gaz a annoncé la découverte du pétrole dans le lac Kivu. Plus de détails avec Jules Dessy. Surnommé le pays des collines, le Rwanda a annoncé dernièrement une découverte pétrolière dans le lac Kivu, situé à la frontière avec la République démocratique du Congo. Cette découverte inédite, annoncée le 15 janvier 2025 par Francis Kamanzi, directeur général du Bureau rwandais des mines, du pétrole et du gaz lors d'une audition parlementaire à Kigali, permettra d'enrichir les ressources énergétiques rwandaises. Cela fait plus de 10 ans que le Rwanda mène des opérations d'exploration dans le lac Kivu. Et grâce à ces explorations, le pays a mis en évidence la présence du pétrole dans les 13 puits d'exploration sur le côté rwandais du lac Kivu, partagé entre le Rwanda et la RDC. Il faut savoir que c'est la signature d'un accord de coopération pétrolière avec la RDC en 2017
qui a ouvert la voie à cette découverte. L'agriculture étant la principale activité économique, avec 72% de la population active, le Rwanda pourrait réduire sa dépendance de l'agriculture et développer un secteur énergétique plus robuste. À présent, l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, avec la voix des Awassi. L'actualité nationale. Placé sous la haute présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le camp Boubacar Sadassi de Koulikoro a servi de cadre à la cérémonie solennelle de sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmes EMIA. C'est mercredi 15 janvier 2025. Ils sont composés de 255 officiers, dont 11 de nationalités étrangères. Cette promotion porte le nom de fait le général de brigade Toumani Sissoko, ancien chef d'état-major général des armées et diplomate accompli. L'actualité sous-régionale. Ce jeudi 16 janvier 2025, le chef de la diplomatie de la nation centrafricaine du Tchad a accueilli l'ambassadeur de Turquie afin d'examiner des perspectives de coopération bilatérale. Lors de leur rencontre, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abdirahman Koulamala, et l'ambassadeur de Turquie, Sem Utkana, ont mis l'accent sur des secteurs stratégiques tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, l'énergie et la culture. L'actualité internationale. Le président français Emmanuel Macron est arrivé dans la capitale libanaise Beyrouth. C'est vendredi 17 janvier 2025 pour définir avec les responsables libanais les moyens de les aider à consolider la souveraineté du pays, à assurer la prospérité et à maintenir son unité, selon les termes de l'Élysée. Ce vendredi 17 janvier 2025, Adja Labib, la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire d'urgence, est devenue la première responsable de l'Union européenne à se rendre en Syrie depuis la chute d'Assad. L'agence officielle syrienne Sana a diffusé des images de sa rencontre avec le nouveau dirigeant syrien Ahmed Al-Shara. Et c'est l'essentiel pour ce journal-là. Et moi, je vous ferai le plaisir de vous retrouver à la prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit à ceux qui passent à table. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.